Sana, il y a ton son qui est coupé. Là, c'est bon? Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la couverture universelle. Donc, ce webinaire est organisé euh, par le mécanisme d'engagement de la société civile, qui est composante de la société civile de la couverture sanitaire universelle 2030 et qui vise à renforcer les systèmes de santé pour une couverture sociale universelle et ainsi permettre ou garantir un accès aux soins de qualité pour toutes les populations vulnérables. Je suis Sana Blabès, je suis membre du groupe consultatif du CSM et dans lequel je représente également l'association de lutte contre le sida au Maroc. Pour ce webinaire, nous serons trois à intervenir, moi-même, Monsieur Jean-José Elzao et Madame Margot Nolo. Donc, je vous présente l'agenda de ce webinaire. Mais avant cela, je vous invite toutes et tous de désactiver vos micros. Mes collègues et amis vous présenteront le contexte de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la couverture sanitaire universelle. Ensuite, ils vous présenteront le projet de plan d'action et la concertation publique en vue de son amélioration. Avant de vous donner la parole lors de la session plénière dans laquelle nous répondrons à toutes vos questions, avant de conclure ce webinaire sur nos actions futures avant la tenue de la réunion des Nations Unies prévue en septembre. Donc, Margot, je te donne la parole. Pardon, Jimmy. Merci beaucoup. Merci à tous. Je suis Jean-José, mais généralement on m'appelle Jimmy Zhao. Je suis de Pathfinder, mais j'ai fait partie du mécanisme consultatif de la couverture sanitaire universelle. Donc, juste un peu parler du contexte de la réunion du haut niveau des Nations Unies sur la couverture sanitaire universelle. En décembre 2017, les Nations Unies avaient adopté une résolution en vue de la tenue d'une réunion de haut niveau pour discuter des questions sur la couverture sanitaire universelle. Et cela était dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, il va y avoir une première réunion en septembre 2019 avec une déclaration politique qui est assez ambitieuse, vraiment holistique et qui rappelait à tous les pays que la santé, le droit à la santé était un principe fondamental, c'était vraiment un droit qu'il fallait garantir à tous. Et cette déclaration qui avait été faite avait la particularité de faire constat, les constats de discrimination, n'est-ce pas, même dans les mêmes pays, on a des discriminations, des inégalités qui empêchent certains groupes, certaines personnes, n'est-ce pas, d'avoir accès à des soins de santé comme les autres, et qu'il était impératif et nécessaire de s'assurer que personne n'est laissé derrière. Et la deuxième chose, c'était vraiment la reconnaissance de tous les déterminants sociaux de la santé et de l'importance de promouvoir la santé. Mais il mettait aussi un accent assez particulier sur les travailleurs du secteur médical, n'est-ce pas, qu'il fallait accompagner, qu'il fallait faire participer pour réduire ces inégalités. Donc, au sortir de cette réunion de haut niveau de 2019, on a quand même constaté qu'il y a quelques avancées qui ont été relevées en matière de couverture sanitaire universelle, avec un nombre d'importants de pays qui avaient pris des engagements en faveur de cette initiative. Mais nous venons de passer une période de Covid et le constat malheureux est que
beaucoup de pays et le monde en général n'est pas dans la bonne voie pour atteindre les cibles définies qui consistaient à assurer une assurance maladie à 1 milliard de personnes supplémentaires d'ici 2030 et à réduire les dépenses que les gens doivent payer à partir de leur poche pour des questions de santé. Donc, on constate qu'il y a un faible taux de couverture sanitaire universelle qui a d'ailleurs été aggravé par les effets de la pandémie de la COVID. Donc, les communautés vulnérables sont les plus affectées parce qu'ils vont continuer à heurter à des obstacles à la fois financiers, structurels, n'est-ce pas, en matière d'accès à la couverture sanitaire universelle. Et c'est dans ce contexte-là que vraiment s'est tenue cette réunion de haut niveau, mais aussi, même celle qui vient prochainement, là, c'est dans ce contexte qu'elle va être définie parce que nous continuons encore à ressentir les effets du Covid. Donc, en août 2021, l'Assemblée générale des Nations unies avait décidé d'organiser une autre réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle et celle-ci devra se tenir au mois de septembre, donc le 21 septembre de cette année que nous sommes en 2023. Et la République de Guyane et la Thaïlande se sont portés volontaires ou chargés pour l'animation de cette réunion. Alors, pourquoi il est important de tenir cette réunion de haut niveau? Cette réunion représente vraiment une opportunité pour ce mouvement de la couverture sanitaire universelle, n'est-ce pas, de réunir tous les pays qui avaient approuvé la déclaration de la politique, n'est-ce pas, de revoir leurs engagements qui ont été faits et de manière que ce soit vraiment des engagements qui sont concrétisables et qui pourront permettre les progrès vers la réalisation de l'ambition que chaque pays s'est fixé. C'est aussi une opportunité pour mobiliser, n'est-ce pas, l'appui politique en faveur de la couverture sanitaire universelle, sans lesquels l'ODD numéro 3, n'est-ce pas, risque de rester comme un vœu pieux. Et donc, c'est vraiment une opportunité pour tous les acteurs qui travaillent dans le secteur et ceux de la société civile de pouvoir se réunir, de rencontrer les décideurs et de faire des plaidoyers pour un engagement politique plus sérieux. Prochain slide. Maintenant, parlons un peu du projet du plan d'action en faveur de la couverture sanitaire universelle. Comme dans les précédentes réunions à haut niveau qui se sont tenues, l'atteinte de la couverture sanitaire universelle d'ici 2030 motive vraiment les mouvements qui sont en faveur de cette stratégie. Et cela a mené à l'élaboration d'un plan d'action en faveur de la couverture sanitaire universelle. Ce plan d'action est un ensemble de doléances que nous souhaitons que le gouvernement prenne des mesures relatives pour faire avancer la couverture sanitaire universelle. Ce plan d'action comprend une série de recommandations sur les politiques, n'est-ce pas, basées sur des actions, mais aussi non simplement une liste de politiques, mais des échéances concrètes qui sont nécessaires pour pouvoir atteindre la couverture sanitaire universelle. Donc, ce plan d'action, lorsqu'il sera achevé, il devra être présenté au président de l'Assemblée générale des Nations unies en prélude aux négociations qui vont être menées pour l'approbation, n'est-ce pas, de la déclaration politique de 2023 sur la couverture sanitaire universelle. Ce plan servira aussi comme outil principal des plaidoyers pour tous les mouvements qui sont engagés pour la couverture sanitaire universelle avec des requêtes précises visant à amener les responsables des gouvernements, les responsables politiques à prendre des mesures en faveur de la couverture sanitaire universelle. Donc, il y a une concertation publique qui est actuellement en ligne pour avoir la contribution de tous à l'élaboration, à la finalisation de ce plan d'action. Et cette concertation est en cours depuis le 6 janvier, et donc il se terminera le 6 février. Ma collègue Margot pourra en parler davantage. Cette concertation est vraiment une opportunité pour tous les acteurs de la société civile de faire des observations relatives aux messages politiques de haut niveau contenus dans le plan d'action. Alors, comment est-ce que le plan d'action a-t-il été rédigé? Il a été élaboré par un groupe de travail inclusif et multipartite composé de 20 représentants
issus des organes de circonscription de pilotage de la couverture sanitaire universelle 2030, notamment des représentants de la société civile et d'autres partenaires. Ce groupe a été mis sur pied en septembre 2022 et il tient régulièrement des réunions. Donc, son action s'appuie sur des questions clés qui ont été évoquées en 2019, mais aussi les domaines d'engagement qui ont été énoncés dans la déclaration politique faite en 2019. Donc, maintenant, on va regarder quelles sont les données qui sont actualisées et qu'on va mettre à jour pour permettre de faire avancer la couverture sanitaire universelle. Et ces données concernent notamment des données issues des discussions que nous avons eues avec les sociétés civiles dans 40 pays dans le cadre de l'évaluation du niveau d'engagement en faveur de la couverture sanitaire universelle. Donc, je vais m'arrêter là et passer le micro à ma collègue Margot. Merci Jimmy et bonjour à tous. Je suis Margot Nolo. Je suis aussi un membre du groupe consultatif du mécanisme d'engagement de la société civile dans la couverture sanitaire universelle. Et au quotidien, je suis responsable de plaidoyer pour la santé et la nutrition au bureau de Save the Children à Genève. Donc, comme vous l'a expliqué Jimmy, il y a une consultation qui a été lancée par le mouvement pour la couverture sanitaire universelle pour 2030, qui est actuellement en ligne, disponible d'ailleurs en anglais, en français et en espagnol, et qui va nous permettre de collecter en fait vos feedbacks, vos commentaires sur cet agenda et de le finaliser dans les semaines à venir. Donc, comme l'a dit Jimmy également, cette consultation a été développée par un groupe de travail qui collectera vos commentaires. Peut-être un petit point sur la façon dont est structuré ce programme d'action, parce qu'il est un petit peu différent de ce que nous avions fait en 2019, les messages clés avec lesquels vous êtes peut-être familiers. Cette fois, pour s'assurer qu'il y ait vraiment un suivi qui puisse être fait des engagements des pays lors de cette réunion de haut niveau en septembre, et aussi ce qui se passe au niveau des pays, il a été décidé que le programme d'action pour chacun des domaines clés serait structuré en 3 parties. Donc d'abord un message clé qu'on va présenter assez brièvement aujourd'hui. Ensuite, une série de 3 actions prioritaires donc qui vont permettre en fait d'aider les gouvernements à identifier ce qui doit être fait pour atteindre l'objectif énoncé, et également un jalon ou un repère pour 2025 qui nous permettra de mesurer vraiment si du progrès est en cours, parce qu'on l'a vu depuis 2019, même s'il y a eu beaucoup d'engagement de la part des gouvernements sur la couverture sanitaire universelle, il y a eu peu de progrès, et donc on veut s'assurer qu'on puisse mesurer ce progrès, faire un point aussi en 2025 pour qu'on soit vraiment sur la bonne voie jusqu'à 2030. Voilà, donc ça, c'est la structure un petit peu du plan d'action. Et vous verrez dans la consultation, je tiens la slide précédente, pardon, il y a 3 questions qui sont posées pour chacun des domaines prioritaires qu'on va voir tout de suite après. La première question, c'est est-ce que les 3 actions qui sont identifiées sont vraiment, elles traduisent des bonnes priorités. Donc là, c'est vraiment l'occasion de donner son avis, qu'est-ce qui serait des choses qui manquent, est-ce qu'il faudrait clarifier, et on attend vraiment votre retour là-dessus. Ensuite, on peut classer ces 3 actions par ordre d'importance ou par ordre aussi logique d'une certaine manière. Donc, qui permet aussi de s'assurer que le programme est très clair. Et enfin, ce que je vous disais, ce repère ou ce jalon, est-ce que vraiment, dans la manière dont c'est rédigé, ça va nous permettre de mesurer les progrès vers le domaine identifié. Suivant, merci. Voilà, donc le premier domaine d'action, impulser la volonté politique en faveur de la CSU. Donc là, on parle vraiment du leadership, s'assurer que la couverture sanitaire universelle est une priorité politique pour les gouvernements. On sait très bien que la volonté politique, c'est vraiment le premier jalon et que sans ça, il sera vraiment difficile de faire bouger les choses, de faire avancer des lois, des politiques publiques sur la couverture sanitaire universelle. Vous verrez qu'on
Donc, dans le contexte dans lequel on est, donc la pandémie de Covid, on a aussi frappé par l'impact des changements climatiques, de plus en plus de conflits. Donc, on voit vraiment que les populations dans le monde sont de plus en plus poussées vers la pauvreté. Il y a vraiment un problème au niveau de la couverture de protection sociale, et donc vraiment que la couverture sanitaire universelle soit une priorité pour protéger les populations de tous ces fléaux. On insiste dans ce domaine d'intervention sur une approche multisectorielle, donc s'assurer que on ne parle pas qu'au secteur de la santé, puisqu'il y a aussi les déterminants de la santé qui sont vraiment importants. Donc, une approche multisectorielle pour la santé dans les objectifs de santé publique et les plans de santé publique. On s'attaque aussi à la question des ressources et du leadership non seulement des gouvernements, mais aussi de la communauté, des communautés et de la société civile. Donc vraiment une volonté politique nationale en faveur de la couverture sanitaire universelle. Le deuxième point de domaine d'intervention, donc ne laisser personne de côté. Un point qui est particulièrement important pour nous, représentants de la société civile. L'idée, c'est de réitérer non seulement un principe, puisque c'est un principe qui a été qui est acté pour les objectifs de développement durable, mais aussi rappeler que la santé est un droit fondamental de l'être humain, rien de moins. Et c'est le devoir des gouvernements de s'assurer que les populations ont accès aux soins de santé. Donc ça, c'est vraiment important. On sait qu'il y a de nombreuses inégalités qui persistent dans les pays sur la question de l'accès aux soins, qu'il y a certaines populations qui sont marginalisées, qui n'ont pas le même, tout le monde n'a pas le même niveau d'accès. Donc on veut vraiment que les questions d'inégalité soient prises en compte et qu'il y ait vraiment un changement qui soit opéré dans la façon dont on conçoit les politiques publiques pour s'assurer que les personnes laissées de côté jusqu'à présent ne le soient plus. Et ça passe notamment aussi par la collecte de données et sans doute également énormément de plaidoyer. Donc mise en lumière de ces inégalités à travers des données, les porter à la connaissance des décideurs politiques et changement dans les politiques publiques. Troisième domaine d'intervention, donc c'est adopter des lois et des réglementations favorables à la couverture sanitaire universelle. Comme je vous le disais, on sait qu'il y a beaucoup de pays qui ont pris des engagements dans ce domaine, mais maintenant il faut transcrire cette volonté politique dans une mise en œuvre vraiment pratico-pratique des choses via des lois, des régulations, des politiques. Donc, on s'assure voilà, qu'il y a vraiment une mise en œuvre au niveau des pays et ce domaine inclut également une mention des technologies qui permet d'accélérer en fait l'accès aux soins. On l'a vu, hein, il y a beaucoup d'innovations qui sont faites dans le domaine médical et donc aussi favoriser l'accès à ces technologies et cette innovation via des nouvelles politiques de santé. Slide suivante. Merci. Le quatrième domaine d'intervention, il s'agit de soutenir les personnels de santé et de soins afin de garantir des prises en charge qui soient de qualité pour les populations. Encore une fois, on l'a vu dans la crise de la Covid-19, à quel point on a besoin de ces personnels de santé qui soient qualifiés, qui soient disponibles, qui soient suffisamment en nombre et également qui soient protégés pour permettre de nous fournir ces soins de santé. Donc ici, on parle vraiment du rôle primordial que jouent ces personnels de santé, mais encore, comme je le disais, le rôle des personnes qui apportent du soin, donc pas forcément médecins, infirmiers, sages-femmes, etc., mais aussi les gens qui apportent de l'aide aux personnes les plus vulnérables. Donc la question de la reconnaissance du rôle que jouent ces personnes, également les travailleurs de santé communautaire. On parle donc de leur reconnaissance, de leur appui financier, s'assurer de leur protection, de l'absence de discrimination.
des personnels, donc qu'ils soient préservés, protégés dans le cadre de leur exercice. Le 5e domaine d'intervention, investir mieux et davantage. Donc ça, c'est l'argent, le nerf de la guerre, le financement de la couverture sanitaire universelle, et on sait que c'est là que le bât blesse malheureusement. Donc c'est vraiment un point extrêmement important qui est aussi qui peut être très technique, mais vraiment, vraiment crucial dans ce programme d'action. Donc c'est la question du plus, donc plus de financement, notamment du secteur public pour s'assurer de la pérennité de ces investissements, mais également du mieux. Donc comment est-ce qu'on peut créer avoir des synergies, comment est-ce qu'on peut rendre les dépenses plus efficaces, lutter contre la corruption, etc., pour vraiment donner une protection financière aux populations, l'assurance qu'ils puissent bénéficier des soins de santé sans avoir à contribuer de leur poste. Et on le sait, les dépenses qui viennent de la poste des particuliers vraiment continuent d'augmenter, et c'est un frein énorme à l'accès à des soins de santé malheureusement pour beaucoup de gens encore. Et dans ce domaine d'intervention, on fait aussi on donne la priorité aux soins de santé primaires, parce qu'on sait qu'il y a un très très grand nombre d'interventions qui peuvent être fournies à travers le soin de santé primaire, où on n'aurait pas besoin de se déplacer vers des centres de santé plus techniques, vers les hôpitaux, et il y a vraiment un grand nombre de pathologies qui peuvent être traitées au niveau primaire. Et si on arrive à avoir ce premier accès, non seulement ça permet de réduire les coûts, mais aussi de traiter bien plus rapidement les patients. Le domaine d'intervention 6, c'était sur la slide précédente, avancer ensemble vers la couverture sanitaire universelle. Donc encore un point extrêmement important, notamment pour nous, la société civile, qui parle de la participation sociale. Donc on veut qu'il y ait vraiment une approche holistique de la manière dont on conçoit, dont on met en œuvre, dont on fait le suivi des politiques de santé, qui inclut la population, les communautés, la société civile, que tout le monde ait un petit peu son mot à dire, ou ses yeux dans les mécanismes de gouvernance. On veut vraiment une participation, et que ce soit suffisamment inclusif pour inclure notamment, on le disait tout à l'heure sur le domaine d'intervention 2, les gens qui ont été laissés pour compte, pour que leur voix et leurs besoins puissent aussi être reconnus tels qu'il se doit. Donc ici, on parle vraiment d'un processus qui doit être inclusif, quelque chose qui doit être institutionnalisé. Ça, c'est extrêmement important. On ne veut pas que ce soit ad hoc et de temps en temps, il y a une consultation par-ci, par-là, mais on veut vraiment que ce soit des processus institutionnalisés, et qu'il y ait cette transparence de la part des gouvernements pour renforcer également leur redevabilité, parce que ça, c'est aussi un rôle essentiel de la société civile, demander au gouvernement qu'ils rendent des comptes sur leurs actions de manière très régulière. Donc enfin, les deux derniers domaines d'intervention qui, eux, étaient absents en 2019, quand les messages clés avaient été élaborés, même s'ils faisaient partie quand même du package d'une certaine manière. Donc garantir l'égalité entre les genres, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. On l'a vu également pendant la pandémie, que les femmes avaient vraiment porté un lourd fardeau quand il s'agissait suite aux mesures sociales, etc., la perte des emplois, le besoin de rester à la maison pour s'occuper de la famille. Donc vraiment, les femmes, jouent un rôle essentiel dans la société. Elles font aussi partie, 70% en fait, du personnel de santé et de soins sont des femmes, mais il n'y a pas forcément cette reconnaissance et cette égalité qui va de pair avec le rôle qu'elle joue. Donc, on veut, à travers ce domaine d'intervention, s'assurer qu'il y a une meilleure représentation des femmes dans la prise de décision en santé. On veut aussi lutter pour un accès
favoriser l'accès aux soins des femmes et des filles, donc toute la question de l'accès aux soins aussi sexuels et reproductifs, donc avec ces besoins particuliers des femmes et des filles. Et le rôle aussi que jouent les personnels de santé féminins dans le système de santé. Donc vraiment un point également essentiel sur lequel il faut s'attarder. Et enfin, établir le lien entre la couverture sanitaire universelle et la sécurité sanitaire, qui sont deux objectifs interdépendants et liés à un seul système de santé. C'est le même système de santé qui va fournir du soin et qui va répondre à une épidémie ou une pandémie, d'où la nécessité de vraiment avoir une harmonisation et une prise en compte, encore une fois, qui soit suffisamment holistique des choses pour ne pas créer de nouveaux silos entre les différents besoins. Pendant la crise de la Covid-19, on a vu qu'il y avait un certain nombre de soins qui avaient dû être interrompus à cause soit des mesures sociales, soit de l'absence de disponibilité des personnels qui avaient été redéployés sur la gestion de la crise. Donc voilà, vraiment très important de faire le lien entre ces deux agendas qui sont vraiment au cœur des discussions. Et vous savez peut-être, il y aura également une réunion de haut niveau sur ces questions de sécurité sanitaire à New York en 2023, en septembre, au même moment que la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle. Donc, essayons de ne pas avoir d'œillères et de voir les choses vraiment le plus largement possible. Voilà, c'est vraiment un tour d'horizon assez rapide, mais j'espère qu'il vous donne une bonne appréciation de ce que contient ce programme d'action. Merci. Donc, merci Margot et Jenny pour vos présentations. Je pense qu'on peut ouvrir la discussion et vous pouvez activer vos micros, intervenir, poser des questions ou encore utiliser le chat box si vous le souhaitez. Je ne sais pas s'il y a des interventions. Vous pouvez bien évidemment activer vos micros si vous souhaitez intervenir ou si vous souhaitez avoir plus de clarification, plus de détails sur les points que mes collègues et amis avaient présentés. Je ne sais pas si je peux poser la question aux participants qui sont là, comme il n'y a personne qui prend la parole. Shana, merci. En fait, je veux juste savoir pour je vois dans le chat que beaucoup se sont présentés, c'est des acteurs de la société civile. J'aimerais savoir si il y a certains parmi eux qui ont déjà... Bon, je vais d'abord laisser Elia. Docteur Elia, tu peux y aller avant que je ne pose ma question. Elia Badjo, tu peux y aller avec ta question. Elia, okay. Oui. Bonjour, je ne sais pas si vous me captez bien. Oui, très bien. Voilà. Merci, je suis docteur Elia Badjo, je suis directeur exécutif du Conseil sur la santé et l'Académie de médecine, COSAMED en sigle.
qui est une organisation de la société civile depuis la République démocratique du Congo. En fait, je suis ravi de voir cet espace d'échange ici, mais j'ai quelques préoccupations. La première est que j'aimerais que d'abord cet espace d'échange, les pays francophones sont les pays reculés en termes du processus vers la couverture sanitaire universelle. Ça, nous devons être clairs. Et pourquoi? Parce que même, vous voyez, nos autorités ne doivent pas se sentir responsables s'il n'y a pas un mouvement fort de la société civile qui les rappelle de leurs obligations en rapport avec la couverture sanitaire universelle, l'accès aux santé. Nos pays, nous, là où on a les contextes Society Engagement Mechanism devrait mettre en place une branche des acteurs francophones. Comme ça, ils ont aussi un espace d'échange et qui peut mettre pression à nos dirigeants des acteurs francophones pour aller vers la CSU. C'est une recommandation que je donne. Peut-être que ça ne cadre pas avec la discussion, mais je voulais vraiment le donner. Maintenant, l'intervention, c'était par rapport à cette réunion de haut niveau qui aura lieu. Comment se fait la participation des organisations de la société civile? Comment se fera la représentation par région? Comment est organisé cela? Avant d'aller de l'avant, je voulais avoir cette précision. Merci. À vous. Merci beaucoup, Elia. Je pense qu'on prend une deuxième intervention et puis je donne la parole aux intervenants pour y répondre. S'il y a une deuxième question. Sinon, Margot ou Jimmy, préférez répondre? Okay. Bon, je vais réagir par rapport à la suggestion de Badjo et je vais laisser Margot répondre à la deuxième question. Je pense que Badjo, ce que tu partages, c'est une réalité. C'est une réalité. On voit les reculs dans le manque de progrès significatif dans la plupart des pays francophones. Les plaidoyers qui doivent être faits, c'est vrai qu'il y a des instances globales comme le CCM. Il y a peut-être des instances provinciales, mais je pense que les attentes sont aussi qu'au niveau de chaque pays, que les acteurs de la société civile soient les premiers à être sur la ligne de front pour rappeler aux décideurs politiques et surtout les rendre redevables par rapport aux engagements qu'ils ont pris. Et d'où l'importance même des consultations qui sont faites avec les différents pays, avec les acteurs de différents pays. C'est pour savoir comment vous êtes en train d'avancer ces questions de plaidoyer vis-à-vis de vos gouvernements. Donc, nous, je pense par rapport au CCM, qui est ce mécanisme d'engagement de la société civile, nous rassurons que, les voix des acteurs nationaux de la société civile sont consultées et écoutées, mais également, nous mettons à votre disposition des outils nécessaires pour faire un plaidoyer efficace en matière de couverture sanitaire universelle pour que vous n'avez pas à réinventer la roue, quel message, quel outil qu'il faut utiliser. Toutes ces choses-là sont disponibles. Et donc, c'était ça d'ailleurs la question que je m'apprêtais à poser. C'est pour les acteurs qui sont dans cette réunion ici, n'est-ce pas? Y a-t-il des obstacles, n'est-ce pas, que vous éprouvez dans votre parcours d'engagement avec les acteurs politiques, les décideurs sur les questions de la couverture sanitaire universelle? Et si certains d'entre vous, vous avez déjà pris part à la consultation dont Margot a présenté, parce qu'il serait important de le savoir. Nous espérons
que vous avez pris part à cela et que vos idées seront reflétées. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que nous, au niveau global, il y a les outils, il y a les messages, il y a tout le nécessaire qui est là, prêt à être utilisé par vous. Et nous sommes même prêts à vous accompagner. Par exemple, nous, dans les pays francophones, nous trois, on peut être là. Si vous avez des choses à planifier, à stratégiser, nous pouvons être là, vous accompagner dans cette démarche-là. Voilà un peu, moi, ce que je donnerais. Mais Margot peut aussi donner un point de vue sur cela. À toi, Margot. Merci, Jimmy, et merci, Dr. Alia, pour votre question. Et oui, votre point très pertinent sur la nécessité d'avoir un espace francophone également pour dialoguer. Et on vous encourage à vraiment s'assurer que les organisations avec lesquelles vous collaborez, tous au niveau national, fassent partie de ce mécanisme d'engagement de la société civile pour que vous puissiez à la fois recevoir les informations, mais aussi bien sûr contribuer et qu'on puisse avoir plus d'échanges ensemble sur ces questions. Par rapport à votre question spécifique sur la participation des organisations de la société civile à la réunion, je dirais je vais faire 2 pas en arrière et dire comment est-ce qu'on peut participer entre maintenant et la réunion, parce que c'est vraiment dans les mois à venir qu'il va vraiment être important de participer et d'apporter sa contribution. Donc, comme le disait Jimmy, la première chose à faire, c'est de participer à cette consultation, parce qu'elle a été élaborée par ce groupe, ma foi, assez inclusif et représentatif, mais c'est très important d'avoir le retour, votre retour sur ce que vous pensez être une priorité ou ne l'est pas, ce qui manque, puisque ce document va être vraiment fourni par le mouvement UAC 2030 au président de l'Assemblée des Nations Unies, aux co-facilitateurs de cet événement, la Guyane et la Thaïlande, comme une proposition pour la déclaration politique qui sera adoptée par les États membres. Donc d'abord, s'assurer que vos priorités sont reflétées dans ce document. Ensuite, en avril, il va y avoir une consultation multipartite organisée par, encore une fois, c'est la Guyane et la Thaïlande, où là, il y aura une opportunité de donner de donner un feedback également et de montrer ses priorités de manière peut-être un peu plus directe. On n'a pas encore toutes les informations malheureusement sur cette consultation. On sait que ce sera en avril, mais on n'a pas encore les modalités. Mais on sait qu'il y aura un processus pour également de notre part pour s'assurer qu'il y ait une belle représentativité de la société civile à ce moment-là. Donc là, on a jusque février, ensuite on est en avril. Et ensuite, il faut, au niveau national, si c'est possible, avoir des discussions au sein de la société civile, être un mouvement, porter des recommandations auprès du gouvernement qui vous représentera finalement dans cette réunion. Et ça, c'est vraiment extrêmement important que vous fassiez en sorte que votre gouvernement puisse arriver à cette réunion avec un certain nombre d'engagements pour le pays et en fasse part pendant la réunion. Quant à la réunion elle-même, bon là, les choses se compliquent vraiment pour tout le monde, parce qu'il faut avoir un statut particulier, le statut ECOSOC, pour pouvoir participer à cette réunion. Et donc malheureusement, il y a assez peu finalement d'organisations de la société civile qui ont ce statut assez privilégié. Mais voilà, il y a toutes ces choses à faire en amont et finalement, la réunion elle-même, c'est l'aboutissement de ce processus. Tout à fait. Je voudrais juste aussi compléter par une expérience antérieure du CSM pour faire participer l'ensemble de la société civile, se faire remonter l'information ou les besoins aux décideurs. C'est qu'il y avait eu aussi des focus group dans plusieurs pays avec des acteurs de la société civile et pendant lesquels il y avait ce qu'on appelle les questions clés qui ont été remontées pour ainsi pouvoir élaborer un plaidoyer fort et qui couvre tous les besoins de toute la société civile. Et ces key asks ou ces questions clés sont disponibles là encore sur le site du CSM. Elia, vous vouliez poser une autre question? Je vois que vous avez levé la main.
Effectivement, c'est pour Ok. vous remercier pour les éléments de réponse accordés. Comme vous avez dit, on ne va pas inventer la roue. Merci pour les outils. Et nous, en RDC, nous utilisons vraiment ces outils qui sont partagés par la CSM pour les plaidoyers en matière de la CSU. Mais aussi, je me rappelle, à un moment, on avait dit que c'est possible que ces mouvements puissent aller jusqu'au niveau régional, jusqu'au niveau pays. Nous, on ne va pas inventer d'autres mouvements, mais c'est les mêmes mouvements qui doivent aller de partout. Voilà. Donc, l'élément que moi, je voulais suggérer, c'est à ajouter, c'est la partie spécifique aux personnes vulnérables. Aux personnes vulnérables qui, là, je donne l'exemple du terrain. Nous qui sommes en RDC, on a un problème et même de collaboration entre les acteurs de développement et les acteurs humanitaires en matière d'accessibilité aux services de santé. Tu vois, un acteur de développement qui vient avec un ticket modérateur. C'est comme ça, il n'y a pas... La couverture sanitaire universelle, ce n'est pas la gratuité des soins. On doit contribuer avec quelque chose, mais dans une caisse commune de solidarité. Mais vous vous imaginez cette personne qui est vulnérable, qui a fui la guerre, il a tout laissé derrière, il n'a rien pour payer les soins. Il a besoin, lui pour lui, soit c'est la gratuité, soit vous lui donnez, quelqu'un vient payer pour lui, soit il n'a pas accès aux soins. Donc, il faut qu'il y ait une politique d'accessibilité aux services de santé pour les personnes vulnérables. C'est ça la chose qui manque. Et puis, je vais rebondir à la fin, si vous m'autorisez. Je m'excuse d'avoir pris la parole longtemps. C'est par rapport, les organisations au niveau global s'engagent. Je donne l'exemple de l'OMS, même de Save the Children qui est représenté ici. Au niveau global, c'est engagé, organisation de la société civile, organisation en appui à la CSU. Mais au niveau opérationnel, au niveau des de pays, ces mêmes organisations ne sont pas engagées pour accompagner les autres organisations de la société civile dans la lutte vers la couverture sanitaire universelle. Donc, il faut dire même à ces représentations des organisations au niveau global qui doivent accompagner d'autres organisations locales et nationales dans cette lutte pour que ça donne de bons résultats. Merci et au revoir. Excellent. Je pense que ça, c'est un excellent point. Nous allons remonter cela au niveau du CCM pour voir avec nos collègues francophones comment on peut créer cet espace d'échange entre les organisations qui sont sur le front. Mais merci aussi de nous avoir rappelé que notre rôle en tant qu'organisation dans le CCM, par exemple, ne s'arrête pas simplement à être au niveau global, mais que nous avons aussi l'obligation dans nos différents pays, nos différents pays, différents programmes, d'accompagner les acteurs de la société civile pour faire avancer cet agenda-là. C'est vraiment de bonnes propositions que nous allons remonter et discuter au niveau du CCM. Peut-être juste un point sur la gratuité pour les personnes vulnérables, oui, et encore oui. Je pense que ça doit être une demande que les gens les plus vulnérables, qu'il y ait un mécanisme qui leur permette d'avoir accès gratuitement aux soins. Parce que, comme vous le disiez, il y a un moment donné, ça va être soit on se nourrit, soit on se soigne, mais sans doute pas les deux à cause du coût de la vie. Donc, il faut vraiment que ça fasse partie des demandes. Et ça le fait, vous verrez, dans les points dans le programme d'action et les domaines d'intervention, il y a vraiment cette focalisation sur les besoins des plus vulnérables en particulier. Mais n'hésitez pas aussi via le questionnaire à faire remonter ce genre de choses qui est vraiment très important. Je vois Yeo, c'est Stéphanie. Oui. Bonjour à tout le monde. Merci de nous donner l'opportunité de parler au sein de cette réunion de haut niveau. Je suis de la Côte d'Ivoire et nous, acteurs de la société civile en Côte d'Ivoire, avons souhaité que nous fassions une enquête, une étude pour voir un peu quelles étaient les perceptions des communautés sur la CSU et comment est-ce qu'elles pensaient intégrer cette démarche-là.
Je voudrais savoir dans quelle mesure le CSME pouvait nous accompagner pour faire cette étude-là. Parce qu'on a remarqué qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs années que cette opération a été lancée, mais les derniers résultats de l'étude menée par Air4D nous ont ressorti que les communautés, il n'y a pas vraiment, les chiffres auxquels on s'attendait n'ont pas atteint l'effet escompté. Il n'y a pas vraiment de mobilisation des communautés sur la question. Nous, on se pose la question de savoir comment est-ce que les communautés peuvent faire sienne cette couverture sanitaire maladie-là. Eh bien, c'est de passer par la compréhension de leur perception de cette entité-là. Comment est-ce que vous pouvez nous accompagner à ressortir les biens fondés de cette action et à les présenter aux communautés? Merci. Je vais tenter, Margot aussi. Je vois aussi Amy est en ligne. Je pense que d'abord, c'est une très, très bonne initiative. C'est un angle assez intéressant que vous prenez. En tant que membre de CCM, ce sont des initiatives assez louables que nous soutenons. Je pense que ce qui est faisable, c'est peut-être de manière concrète, moi je dirais, c'est de mettre ton email dans le chat pour que Sana peut avoir cela et on peut faire un suivi avec vous. Dans quel sens? Je pense que la première étape serait peut-être d'avoir, nous pouvons trouver du temps pour avoir une réunion avec vous, vous écouter, n'est-ce pas, le but de l'étude, quelle est la méthodologie que vous pouvez prendre, n'est-ce pas? Y a-t-il des outils que vous comptez développer, que vous avez déjà développés? On peut jeter un coup d'œil et donner un avis technique, mais la décision finale devra vous revenir vous-même. Et nous serons aussi peut-être contents dans le cadre de ce que disait Elia, que lorsque les résultats sont disponibles, dans cet espace francophone virtuel qui est créé, on peut voir comment créer une opportunité pour vous à travers CCM, n'est-ce pas, de présenter les résultats de cette enquête-là. Donc, je ne sais pas si Margot et Amy ont quelque chose à ajouter, mais bon, moi, de mon côté, je peux faire cet engagement-là de revoir la méthodologie, les questionnaires, et voilà. C'est super. Oui, peut-être pour juste un point ou deux, Stéphanie, on a aussi, il y a aussi un certain nombre d'outils dont on parlait tout à l'heure qui sont disponibles sur le site de système et notamment un kit, une boîte à outils en fait pour le plaidoyer sur la couverture sanitaire universelle qui est disponible en français et qui déjà peut permettre de poser les bases en fait d'une telle enquête, d'avoir un certain nombre d'éléments sur ce que c'est que la CSU, pourquoi c'est important et voilà, et qui peut être un début. Et ensuite l'autre chose, c'est que il y a tous les ans, il y a des consultations au niveau des pays qui sont menées. Donc c'est avec l'aide de groupes de la société civile, avec vraiment une focalisation sur un pays en particulier. Comme le disait Ginny au début de ce webinaire, il y en a eu 40 jusqu'à présent. Et ça peut être aussi l'occasion de conduire ce type d'évaluation, de recherche dans le pays. Donc peut-être qu'à voir si dans les prochains mois, si la Côte d'Ivoire, par exemple, peut se porter volontaire pour une consultation de ce type, ça pourrait être une idée également. Et bonjour, je m'appelle Amy Baldasser-Bache, je représente le secrétariat de CSEM et je suis super contente de vous voir tous ici dans le webinaire aujourd'hui. Juste pour ajouter, je crois que mes collègues ont fait des super suggestions. Malheureusement, nous n'avons pas des ressources pour soutenir financièrement ce type d'enquête. Mais je suis absolument d'accord avec mes collègues. Nous sommes très heureux d'avoir une discussion sur les outils, l'assistance technique que nous pourrions fournir. Et aussi, je crois qu'on est tous d'accord sur l'importance de peut-être lancer la possibilité de continuer les discussions dans un groupe régional peut-être des collègues qui travaillent dans l'Afrique francophone, par exemple, parce que c'est impressionnant l'intérêt aujourd'hui. Nous sommes presque 25-27 personnes en ligne. Donc, oui, on fera le suivi. Madame, si vous avez peut-être déjà mis votre adresse email. Oui, voilà.
dans le chat, on fera le suivi. Merci. Merci beaucoup. Maestro? Oui. On vous écoute. Bonjour. Bonjour à Bonjour. tous. Merci. Moi c'est Augustin Kola. Je vous rejoins à la réunion depuis le Togo. Moi, je voudrais vraiment déjà féliciter ce que Dr. Badio a dit par rapport à peut-être une mobilisation francophone, parce que nous remarquons toujours que nous sommes toujours en arrière. Et par rapport à la CSU, ça vraiment, je peux dire que c'est grâce au César, mais puis à travers Impact Santé Afrique qu'aujourd'hui, bon, l'Afrique francophone commence par vraiment bouger par rapport à la CSU. Mais nous avons beaucoup d'obstacles. Au niveau francophone, d'abord, l'engagement politique n'est pas toujours au rendez-vous. Même les décisions ou bien les engagements qui sont pris par les autorités politiques, très souvent peinent à être appliquées au niveau opérationnel. Et lorsque vous voulez regarder un peu au niveau opérationnel, vous êtes toujours bloqué par les problèmes de finances. Vous l'avez tout à l'heure dit ici, la société civile ne peut pas raisonner sans les données probantes. Les données, on en a besoin. On a besoin de faire des enquêtes, des études pour avoir les données probantes pour pouvoir parler. Je pense que la force, c'est surtout la force de l'Afrique anglophone. Et donc, aujourd'hui, si nous voulons vraiment être sur le chemin, il faut vraiment que, peut-être à travers cette foire un peu, comment est-ce qu'on peut vraiment appuyer ces gens d'études au niveau de l'Afrique francophone. C'est très important. Nous, par exemple, moi, je suis point focal formation suivi des OSC sur la CSU au niveau du Togo. Et récemment, nous avons proposé de faire une enquête sur, parce qu'au niveau du Togo, le pays a opté pour le rapprochement des services et la protection financière. C'est le seul moyen pour eux, c'est ce qu'on doit faire pour pouvoir amener pour que tout le monde soit au rendez-vous. Mais quand vous regardez tout ce qui est fait comme effort, vous constatez que les paiements directs des communautés augmentent de jour en jour. C'est-à-dire que chaque année, on augmente en termes de ce qui est paiement direct des communautés. Donc, à cette allure-là, on ne peut jamais être au rendez-vous de la CSU parce que aussi longtemps que les communautés ou bien les utilisateurs continueront pas à payer fort, ils ne pourront jamais continuer par utiliser les services. Et donc, certains services sont abandonnés carrément et que les gens ne veulent pas. Donc, on a proposé de faire une enquête pour faire le point sur ces deux situations-là et pouvoir comprendre pourquoi, malgré l'État a créé un certain nombre de mécanismes de protection, un certain nombre d'outils pour rapprocher les services des communautés, les communautés ne continuent pas à payer le lourd tribut. Nous sommes passés de 51% en 2017 à 66% en 2019 en termes de paiement direct, ce qui n'est pas du tout normal. Mais on n'arrive pas, on n'a pas les ressources nécessaires pour faire une telle enquête. Alors que nous nous préparons pour aller vers les autorités, nous nous préparons pour aller vers les élus locaux et surtout les parlementaires. Il faut vraiment que, au niveau des citoyens, qu'on réfléchisse pour voir si c'est un fonds commun qui puisse venir de n'importe quel partenaire, mais accompagner au moins dans chaque pays ceux qui sont là, qui sont en train de travailler sur cette session-là, pour qu'ils puissent vraiment mener ces enquêtes sur le terrain. Voilà juste une préoccupation qui me vient à l'idée et que c'est une proposition que je fais, si vraiment c'est possible. Merci, sinon merci beaucoup pour ces opportunités que vous nous donnez et à apprendre et puis à apprendre des autres aussi et à contribuer. Merci. Merci, Esso. Merci pour le partage de la situation du Togo et merci pour les propositions. Peut-être que des échanges entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone nous permettra de savoir quels sont les défis auxquels les uns et les autres font face et comment ils tentent de les surmonter. Ça pourra aider à créer l'émulation parce que comme Émile a dit, au niveau du CCM, vraiment
les mandats de mobilisation des ressources n'est pas vraiment ça l'objectif du groupe, qui lui-même d'ailleurs fait face à des défis financiers pour essayer de faire fonctionner les quelques membres. Mais peut-être que si nous croisons les équipes et des anglophones et des francophones, peut-être pays par pays, région par région, on pourra tirer un peu comment les autres font dans leur pays, sans forcément copier-coller, mais il est possible de tirer quelques leçons qu'on peut adapter dans d'autres contextes. Donc, je pense qu'il y a un partage sur le chat. Oui, c'est Emilia qui dit que SAMED est en train de travailler pour la mise à jour de la feuille de route sur la CSU dans la province du Nord Kivu, en tenant compte des personnes vulnérables de collaboration humaine développement, et qu'on a besoin de l'appui du CSM pour ce travail sur la mise en place des feuilles de route. Merci Elia. Ok, donc je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, interventions, on pourrait avancer dans notre présentation. Pour vous présenter les prochaines actions programmées jusqu'à septembre 2023, jusqu'à la tenue de la réunion du haut niveau des Nations Unies. Donc, c'est vrai que bon, il y a une série de webinaires qui ont été organisés par le CSM cette semaine en plusieurs langues, justement, en guise d'information. Mais je tiens à rappeler l'importance de participer à la consultation dont Margot et Ginny avaient parlé lors de leur présentation. Et donc, vous pouvez participer à cette enquête ou à cette consultation jusqu'au 6 février. Donc, nous vous encourageons à remplir le formulaire pour partager avec nous vos recommandations, vos expériences pour qu'on puisse en tenir considération pour le plan d'action, pardon. Et après le 6 février, et en tenant compte de l'ensemble des résultats de la consultation, un premier draft sera rédigé et envoyé à la UHC 2030, couverture sociale universelle, sanitaire universelle 2030, et que nous espérons qu'il sera approuvé en mi-mars. Donc, c'est par rapport à cette action-là. Ensuite, il y a la semaine mondiale du personnel de santé, aussi en mars. Donc, nous n'avons pas jusqu'à maintenant beaucoup d'informations sur cela, mais nous partagerons avec vous dès qu'on a plus de détails. Bon, c'est vrai qu'il y a plein d'actions du 6 septembre, donc c'est un long process et on est bien évidemment qu'au début de ce processus-là. Il y a plusieurs événements qui permettraient justement aux différents acteurs et actrices de la société civile plutôt de renforcer leur engagement en impliquant l'ensemble de leurs parties prenantes. Il y a en mars aussi la conférence internationale sur l'agenda de la santé en Afrique à Kigali au Rwanda. Il y a plusieurs meetings et réunions dans le cadre de la G7 et la C7, dont certaines réunions sont ouvertes à la société civile. Il y a aussi l'Assemblée mondiale de la santé
en mai, juin, plutôt en mai, oui, qui aussi permettrait d'impliquer différentes communautés, les décideurs, justement, pour atteindre les objectifs. Et ensuite, on a enfin, pour résumer, il y a plusieurs événements, plusieurs réunions, plusieurs meetings. Et donc, nous encourageons tout un chacun de participer activement pour pouvoir justement atteindre ces objectifs de couverture sociale universelle et pour pouvoir surtout influencer et garantir l'inclusion de nos objectifs dans cette réunion de high level, cette réunion des Nations Unies en septembre 2030. Il y a aussi, je voudrais partager avec vous la page de l'USP2030.org où vous pouvez trouver plusieurs informations sur cette réunion-là. Donc, ça vous permettrait de vous familiariser avec cette réunion, ses objectifs, l'implication de la société civile. Et nous vous invitons aussi à la partager avec votre communauté, avec votre réseau. Vous y trouverez aussi un ensemble de ressources qui permettra aussi de soutenir cette dynamique et un ensemble de documents, de références que vous pourrez utiliser, que vous trouverez sur la foire aux questions de ce site web. Ensuite, il y a aussi sur le site de CSN, donc, que nous avons partagé avec vous sur le chat, un ensemble de ressources qui pourraient vous être utiles dans vos actions de plaidoyer pour l'accès à la santé pour toutes les populations. Premièrement, il y a ce premier kit, ce kit de plaidoyer de la santé pour tous, qui vous permettra de familiariser l'ensemble des acteurs de votre réseau à la CSU et à mobiliser, bien évidemment, comme vous l'avez dit, l'ensemble des parties prenantes à travers des formations qui sont ciblées. Vous avez aussi, en deuxième lieu, cette lettre de plaidoyer qui est destinée aux décideurs et ce qui porte sur la réunion des Nations Unies de septembre 2023 et qui encourage les décideurs à s'impliquer et à participer dans cette réunion. Ensuite, vous avez aussi cette fiche de communication sur la couverture sanitaire universelle qui explique l'appel à la couverture sanitaire universelle et qui soutient plutôt qui encourage la réalisation d'autres objectifs majeurs pour garantir l'accès à des services de santé de qualité à toutes les populations. Donc, vous trouverez aussi sur le chat, le chatbox, donc l'ensemble de ces liens, en plus de liens pour participer à la consultation avant le 6 février. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ces actions-là, à ces ressources. Nous serons contents d'y répondre. Sinon, s'il n'y a pas d'autres interventions, je tiens à vous renouveler, vous réitérer nos remerciements pour votre participation à ce webinaire et d'avoir contribué à enrichir nos échanges et à réussir
cette expérience-là. Vous pouvez consulter d'autres documents concernant le CSM sur le lien qui est sur votre écran. Vous pouvez aussi nous contacter à travers l'adresse mail du CSM et nous serons bien évidemment très heureux d'échanger avec vous sur la cause pour laquelle vous militez. Merci à Margot, merci à Adjemi pour vos interventions. Merci à Cartier Waisawa du CSM de nous avoir accompagnés pour l'organisation du webinaire. Et j'espère vous retrouver très bientôt dans une autre occasion, dans une autre réunion. Merci. Peut-être Margot, Jenny, si vous avez un mot pour conclure. Je crois que Jimmy a dû partir, mais oui, effectivement, mille merci pour votre participation aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à aller sur le site de CISEM pour vous assurer que vous êtes sur le listserv. C'est ouvert à toutes les organisations de la société civile. Ça vous permet de recevoir de l'information, notamment les dates des événements clés dont Stéphanie et Fidèle dans le chat souhaitaient avoir l'information. Et voilà, n'hésitez pas aussi à nous faire remonter de l'information par rapport à l'utilité de ces webinaires et on espère en faire davantage dans les mois à venir. Merci beaucoup Margot. N'oubliez surtout pas la consultation avant le 6 février. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.